genre, celui qui a l'initiative de cette plainte est un professeur de rang, j'ai envie de dire, mondial. Vous n'allez pas lui faire des cours de droit ici pour dire qu'il ne connaît pas le droit. Je ne fais pas de cours de droit. Je t'ai dit que je ne juge personne. Vous m'avez posé une question. Mais vous êtes en train de dire... Une seconde. Vous m'avez posé une question de mon attitude. Et dis moi, avocat, je suis depuis 46 ans. Au barreau du Cameroun. Lui également. Mais il n'est pas avocat au barreau du Cameroun, lui. Ok. Moi, je suis avocat au barreau depuis 46 ans. Bon. Vous parlez bien du professeur Maurice Kamto. Hein? Il n'est pas avocat au barreau du Cameroun. Ok. Il est avocat au barreau de Paris. Akeremouna, qui avait trouvé que Kamto n'est pas son camarade, qu'il est très grand avocat au barreau du Cameroun, méritait quand même une réponse, ou bien. Alors, dans cet extrait, nous revisitons donc le profil de Maurice Kamto en tant qu'avocat, cette fois-ci dans un dossier qui va vous laisser perplexe. Suivez jusqu'à la fin. Bonsoir Alain, président ou coordonnateur, peu importe l'appellation de ce panel. J'ai le plaisir d'y prendre part pour parler d'un sujet qui, à mon avis, devient un des défis majeurs pour les États et d'ailleurs pour le droit international du XXIe siècle. Au fond, en parlant des étrangers, on revient en quelque sorte aux origines du droit international, puisque si on regarde les écrits des premiers auteurs, que ce soit ceux que l'on considère comme les pères fondateurs ou les pionniers, peu importe, on se rend très rapidement compte que leur attention avait porté au départ principalement sur le sort des étrangers dans les pays d'accueil. Et pour aller très rapidement, le 19e siècle a montré tout l'intérêt de la question, puisque nombre de sentences arbitrales du 19e siècle portaient sur la question soit du statut des étrangers, soit du sort de leurs biens dans le territoire d'accueil. Et très rapidement, l'Institut du droit international, après sa création, y a apporté également une attention toute particulière, puisque moins de 10 ans après sa création, dès 1873, l'Institut a adopté une résolution sur le statut des étrangers. Et je dois dire que la question ne quittera plus jamais la table de l'Institut. Entre 1873 et la Première Guerre mondiale, il n'y a pas moins de 8 résolutions de l'Institut portant sur la question. On ne va pas parler des étrangers dans cette présentation de façon générale. On va parler des migrations de masse, dont les étrangers dans le cadre des migrations de masse. Bien sûr, les questions sont liées parce que lorsqu'on parle des étrangers, on parle également des réfugiés. Et même lorsqu'il y a migration de masse, il y a parmi les migrants de masse des gens qui relèvent de la catégorie de ce que le droit international reconnaît comme pouvant bénéficier du statut des réfugiés. Je n'entrerai pas dans le détail de la question des réfugiés. C'est un sujet extrêmement important, éminemment d'actualité, qui a ses propres règles et technicités. Je voudrais simplement souligner ici combien difficile est la question de la migration de masse, parce que jusque-là, la question des étrangers était traitée sous un angle individuel, essentiellement. Et même lorsque la question des réfugiés concernait plusieurs personnes, ces personnes étaient envisagées individuellement par rapport à leur statut ou aux règles qui pouvaient leur être appliquées. Est-ce que ce régime propre à l'étranger, dans le cadre, par exemple, du droit des réfugiés, peut être transposé purement et simplement dans le cadre des migrations de masse? C'est la grande question à laquelle il fallait et il faut répondre, d'ailleurs. Le sujet qui, disais-je, n'a jamais quitté les préoccupations de l'Institut est revenu sur sa table, mais de manière intéressante en 2015 à la session de Tallinn, où l'Institut a décidé de créer une commission pour examiner la question de la migration de masse. C'était la première fois que l'Institut abordait la question sous cet angle-là explicitement. Et un rapporteur a été désigné en ma modeste personne. Nous nous sommes acquittés le plus rapidement possible de la tâche, en fait pour coller à l'actualité, parce que la question devenait extrêmement intéressante et préoccupante pour les États, en particulier pour les pays européens qui subissaient une pression particulière due à la multiplicité des conflits dans diverses régions du monde, qui avaient lancé des gens sur le chemin et qui espéraient
pouvoir trouver, disons, des terres plus paisibles et une herbe plus verte en Europe. La résolution a été adoptée en 2017 par l'Institut par 23 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions. Cette résolution a eu une influence significative sur le travail des Nations Unies, en fait, qui avait cours aux Nations Unies sur la question de la migration de masse, puisque bien que la résolution de l'Institut formellement soit adoptée en 2017 et que la déclaration de New York fut adoptée en octobre 2016, le rapport du rapporteur de l'Institut sur l'immigration de masse était déjà en circulation avec le projet de résolution en annexe depuis mai 2016. Donc, il me semble que l'Institut, d'une certaine façon, a apporté une contribution non négligeable aux travaux des Nations Unies à cet égard. Mais avant, je voudrais dire insister sur quelques points particuliers sur cette résolution pour que l'on mesure justement l'ampleur de la contribution de l'Institut avant justement de dire le déroulement de l'examen de la question au sein des Nations Unies. Certaines dispositions de la résolution de l'Institut relèvent manifestement du droit international. Mais dis donc, partage le message. C'est quoi ça? Partage le message. C'est gratuit, non? Partage le message. Voilà comment tu fais ta part. Coutumiers. Ils font l'objet, ou bien alors elles font l'objet d'une large assise conventionnelle, voire jurisprudentielle. Il en est ainsi du droit de quitter un pays, qui fait l'objet de l'article 4 de la résolution, du droit de retourner dans son propre pays, article 5, de l'obligation de non-refoulement, ou on appelle obligation ou règle ou principe de non-refoulement, de l'obligation de non-discrimination, des règles relatives aux conditions du renvoi d'un réfugié ayant acquis le statut de réfugié, du respect de la dignité humaine ou principe d'humanité, de l'obligation de protection de la vie et de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, du devoir de tenir compte de la situation particulière des femmes et des enfants dans le traitement de la situation des migrants de masse, en fait, prendre en compte de manière particulière la situation des personnes vulnérables. D'autres dispositions relèvent du développement du droit international et ces dispositions, bien que n'étant pas consacrées de manière coutumière, pour la plupart sont largement soutenues par une bonne partie de la doctrine. Je ne vais pas m'y attarder outre mesure. Il me suffira ici de mentionner par exemple l'interdiction d'un renvoi collectif des migrants qui s'inspire aussi de l'article 9 des articles de la Commission de droit international de 2014 sur l'expulsion des étrangers. Voilà très rapidement présenté, disons, ce que je considère comme étant la quintessence de la résolution de l'Institut à cet égard. Peut-être faut-il ajouter tout de même, et cela me paraît important, que l'Institut, à cet égard, à mon avis, fait une innovation significative en insistant justement sur une disposition qui était fondée sur ce que la jurisprudence de la Cour appelle les considérations élémentaires d'humanité et qui ont amené justement l'Institut à formuler effectivement des projets disons des normes qui doivent être applicables lorsque on a affaire à des migrants de masse. Il y a aussi une disposition qui a largement été débattue au sein de l'Institut, qui n'était pas facile à faire passer, l'idée que les États qui sont à l'origine justement de la migration de masse, par leurs actes ou leurs comportements, doivent avoir une responsabilité particulière dans le traitement de la situation des migrants de masse ou dans la solidarité qui doit se manifester vis-à-vis des États d'accueil des migrants de masse. Donc j'ai dit, voilà l'essentiel de la résolution de l'Institut. Qu'en est-il du développement de la question au sein des Nations Unies?
comme l'a relevé le secrétaire général de l'Institut, grâce aux travaux de l'Institut, en particulier la résolution donc adoptée en 2017, l'Institut a été en mesure d'apporter une contribution à cette question d'une actualité brûlante. Sous ce rapport, il ne paraît pas déplacé de dire que même si effectivement on n'a pas toujours cité la contribution de l'Institut à cet égard, la déclaration de New York doit beaucoup aux travaux de l'Institut. La déclaration de 2016 a ensuite ouvert la voie à l'élaboration de ce qu'on a appelé le pacte mondial sur les réfugiés, puisque après l'adoption de la résolution, je dois dire à l'unanimité, c'est une résolution importante puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité des 183 États membres des Nations Unies. L'Assemblée générale a demandé au Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés de préparer un projet de pacte mondial sur les réfugiés qui devait être soumis le projet à l'examen de l'Assemblée générale en 2018 et effectivement en décembre 2018 on a adopté la déclaration de New York portant ou établissant le pacte mondial sur les réfugiés après 2 années d'intenses consultations au sein des Nations Unies. Alors, que dire pour conclure, puisque nous avons 10 minutes? Je dirais simplement que voilà une question qui, en fait, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, lance un défi aux internationalistes. Le droit international est un droit des États, mais comme on l'a dit en diverses autres circonstances, le droit international s'humanise. Et s'humanise de façon tout à fait particulière depuis l'avènement des droits de l'homme. Et le traitement des migrants de masse devrait en tout cas s'inscrire dans cette dynamique de l'humanisation du droit international. Car au fond, les migrants ne partent pas parce qu'ils veulent, et c'est pas parce qu'ils ont le goût de l'aventure. Personne ne peut prendre le risque de traverser le Sahara en sachant qu'il peut mourir, il peut y trouver la mort à tout moment, ou en se jetant dans la Méditerranée, voire l'océan Atlantique en sachant qu'il ne trouvera pas l'autre rivage. Parfois, ils sont simplement à la quête du mieux-être. Sans doute aussi sont-ils sur les traces justement des rapports asymétriques qui ont conduit certains États au fond, à piller les ressources des autres États et à les laisser dans un état de dénuement tel que leurs populations n'ont pas d'autre choix que d'aller justement à la quête d'un mieux-être là même où leurs propres ressources sont le mieux utilisées ou en tout cas dont on peut en jouir le mieux. Alors, je sais que c'est une aventure et une aventure difficile. C'est pourquoi je terminerai par ces propos du poète mauritanien Abdoul Ali War qui dit, parlant du lieu où le réfugié veut se rendre, il dit « Lieu de nulle part, tant qu'était mon île, ma terre promise, vers laquelle tant de bateaux partis ne sont point arrivés. » Je vous remercie. Merci infiniment, Maurice. Moi, je suis professeur dans l'âme, donc je distribue